Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Milquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise, conseillère communale aussi à la ville de Bruxelles. Et je voudrais qu'on parle évidemment de ce stade, de ce grand stade. Va-t-il voir le jour, oui ou non? La Flandre ne veut pas vendre des parcelles près du ring qui étaient importantes pour construire ce stade. Grimbergen ne veut pas ou ne peut pas délivrer de permis. Et une étude estime que la rénovation du Roi Baudouin, du stade Roi Baudouin, coûterait aussi cher que la construction d'un nouveau stade. Alors, répondez-moi à cette question, Joëlle Milquet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ce stade? Mais, en fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, plutôt, comme question? Oui, mais... Voilà, alors, nous, notre position, elle a toujours été très cohérente, depuis toujours. Qu'il faille un stade d'envergure nationale en Belgique et à Bruxelles, oui, bien sûr. Que l'on doive améliorer les choses. Au départ, nous avons toujours été, défenseurs de l'idée d'aménager le stade Roi Baudouin, parce que contrairement aux études du moment qui sont commanditées par Kelamco, il y en a d'autres qui démontrent que l'on pouvait le faire à bien moindre frais, sans devoir se lancer dans des constructions pharaoniques. Mais certes, nous avons assumé le fait que l'on décide de choisir de construire un stade national, mais nous avions mis une condition très claire, c'était qu'il n'y ait pas 1 euro d'argent public. Parce que ce n'est pas à la population bruxelloise, qui est déjà assez précarisée, à aller payer les rêves de football de certains. Et il est vrai que nous étions un peu étonnés, in fine, même si nous l'avons accepté par esprit de consensus, que l'on choisisse l'implantation au parking C, parce que là est le vice, au fond, quelque part un peu originel, puisqu'on sait que le parking C est en Flandre, et que dès lors, on se mettait mais complètement, du début jusqu'à la fin de la procédure, dans les mains des autorités flamandes, tant communales, Grimbergen, que régionales, et on voit en fait la saga annoncée. Historique, d'accord. Oui, non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est pour vous dire, en fait, où est un peu d'où vient le problème? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que le gouvernement régional et qu'est-ce que la ville doit faire? Alors, moi, je pense qu'à un moment, il faudrait oser mettre un peu les choses à plat avec l'ensemble des différentes autorités pour voir si on a encore une obsession à ce point, parce que c'est un peu obsessionnel dans la tête de certains, dont M. Courtois, de bâcler des dossiers et des procédures, mettre de l'argent public pour surtout être à temps pour, in fine, avoir 3 matchs lors de la Coupe de 2020. Mais il faut abandonner ce rêve-là? Non, mais moi j'ai vraiment le sentiment, et je suis loin d'être la seule, que parce qu'il y a cet agenda qui n'est quand même pas un agenda d'intérêt général public pour les citoyens. Hein, qu'on joue 3 matchs ou pas, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, et ce n'est pas ça qui doit légitimer qu'à un moment on accepte des contrats léonins, ce que la ville de Bruxelles a accepté, qui coûtent cher. Contrairement aux engagements, ça coûte quand même 120 millions d'euros rien que pour la ville de Bruxelles. Pour les 40 millions, ça fait quasiment 200 millions d'euros aux frais des Bruxellois. Donc voilà. Et ici, on se rend compte qu'il y a un problème, on est déjà plus d'une année en retard, et qu'il y a évidemment une sorte de timing qui devient de plus en plus difficile. Alors qu'à un moment, on se mette d'accord pour savoir est-ce qu'on continue ce stade, oui, non, à quelles conditions, sans peut-être avoir cette obsession d'être absolument à temps pour la Coupe, parce que ce n'était pas ça l'ambition au niveau de la décision régionale, reconnaissons-le. Et puis voyons si c'est faisable. Joëlle Milquet, on voit avec qui? Non, mais, puisque le gouvernement flamand, apparemment, en tout cas la NVA, n'en veut pas. Oui, mais regardez, en fait, toutes les conditions qui avaient été mises, pour le moment, ne sont pas rencontrées. Au-delà des procédures et au-delà du refus du permis, au-delà de l'attitude de la région wallonne, on devait avoir une équipe nationale, Anderlecht. C'est une condition sine qua non. Anderlecht dit non. La fédération, l'union footballistique elle-même n'est pas là non plus. Alors que j'ai l'impression, vous savez, je recevais Johan van den Dries lundi, il disait la même chose que vous. Oui, mais donc moi, mais ça veut dire qu'il y a un front NVA, non, pas du tout. à Bruxelles. Je trouve que, bien évidemment, je ne cautionne pas l'attitude de la région flamande et les jeux, bien évidemment, très politiques de la NVA, qui ne soutient immanquablement pas des initiatives fédérales et qui n'aime pas Bruxelles. Mais on le savait, on savait que ça allait arriver. Ce que je reproche, c'est une sorte de fuite en avant. Tellement on voulait absolument ce stade à n'importe quel prix qu'on a choisi une mauvaise implantation, je pense, même si je reconnais que nous avons in fine dit oui, mais nous avions des alternatives, et on voit les résultats.
On a mis de l'argent public là où on ne devait pas en mettre. Oui, non, mais voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous dites il ne faut plus se mettre dans un agenda Je crois qu'il faut découpler, en tout cas, l'agenda, parce que de plus en plus, tout le monde se rend compte qu'on risque, même si tout le monde fait un peu de méthode coup, et qu'on risque de ne pas y arriver. Et à un moment, je pense qu'au niveau politique, on a un Premier ministre qui a mis la NVA au pouvoir, qui occupe l'État, qui mange l'État de manière... qui flamandise l'État. Donc maintenant, il y a un problème. Je crois que c'est au niveau des différents politiques. On a un Premier ministre, on a 2 régions, voilà, qu'il voit un peu ce qu'il peut faire. Mais ça ne résoudra, hélas, pas le problème, à un moment, des coûts publics et du fait que, de toute façon, nous n'avons pas de partenaire. Et donc une table ronde, comme pour le survol de Bruxelles, voilà, où tout le monde se voit. Je pense qu'il faut remettre un peu de raison dans ce dossier et ne pas le faire diriger par du personnel politique qui a à ce point une envie de cette coupe, quitte à faire quelques ratés et quelques bêtises tant juridiques que financières. Alors vous critiquez la NVA et là on a appris hier que Lisbeth Homans, la ministre NVA flamande, a décidé de ne pas nommer le nouveau bourgmestre de Linkebeek, M. Guéquière. Est-ce que ça veut dire que la 6e réforme de l'État est finalement un échec par rapport à ce qu'on peut faire dans la périphérie? Le fait de ne pas pouvoir même nommer un bourgmestre francophone? Je pense que ce qui est un échec, c'est la fin, pour le moment, en tout cas l'absence de toute cohérence francophone. Enfin, souvenez-vous, avant la réforme de l'État, nous avions toujours un MR qui est maintenant au pouvoir avec la NVA ou d'autres, qui s'opposaient, qui au moins étaient unis lorsqu'il y avait des attaques de ce type-là. Vous voyez maintenant, on a l'impression qu'on peut rentrer dans les francophones comme dans du beurre. Voilà, on a une majorité au niveau fédéral où il n'y a qu'un seul représentant politique francophone qui accepte le diktat flamand depuis le début du gouvernement. Et on voit que même par rapport à cela, et c'est la 2e fois, des attaques aussi évidentes, et voilà, il n'y a plus personne qui bouge. Et moi, j'en appelle quand même un moment, que ce soit sur ce dossier ou d'autres, à ce qu'à un moment, les francophones se reparlent. Alors, je sais qu'il y a des tensions entre les partis qui dirigent les régions et ceux qui sont au fédéral. On a 2019 qui arrive, on voit l'agenda de la NVA qui est toujours le même, qu'on essaye d'occulter, et il y a une apathie francophone complète, pas de préparation collective, parce que si on a si bien géré et préparé et réussi, quelque part en termes d'intérêt des francophones, la 6e réforme de l'État, c'est parce que nous avions préparé ensemble, à 4 parties, de manière très unie, de manière très professionnelle, pendant longtemps, les enjeux, la manière de négocier, et sur des enjeux clés, nous avons pu défendre les francophones. Ici, ça ne se passe plus. Mais donc, ceci est aussi une démonstration à un moment d'une faiblesse de méthodologie et surtout d'un MR qui, avec son Premier ministre, qui devrait quand même pouvoir rééquilibrer un peu les choses, se laisse dicter la loi par la NVA. Votre message, en clair, c'est message au président de parti francophone. Parlez-vous, parce que 2019 approche. Je trouve que ce serait quand même nécessaire de dépasser les égos et les jeux purement politiques et de repenser à un moment qu'il y a aussi une Belgique francophone, même si plus personne n'ose même utiliser le terme francophone, puisque tout le monde est dans le régionalisme exalté. Et je pense que malgré tout, ce serait peut-être bon de commencer à y repenser un tout petit peu. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais quitté l'esprit. Alors, quelque chose qui avait quitté l'esprit de tout le monde, c'était cette bataille sur la dépénalisation de l'avortement. Et là, maintenant, on se rend compte qu'il y a des manifs contre l'avortement, qu'il y a des voix qui se lèvent. On a l'impression que ce débat-là redevient un débat. Ça vous a énervé de voir ces manifestants pro-avortement, anti-avortement plutôt dans les rues de Bruxelles dimanche? Ce qui est fou, c'est que, en fait, ce droit, en 2017, soit de nouveau questionné. Alors, c'est arrivé par Trump, qui incarne évidemment à lui tout seul ce qu'on peut connaître dans une certaine tranche aussi, hélas, de nos vies en Europe, c'est-à-dire du populisme, qui est toujours lié à du racisme, qui est toujours lié à du machisme et du sexisme, et donc, on en arrive à remettre en cause des droits fondamentaux des femmes. Et puis, voilà, il y a quelques expressions, notamment malheureuses, en Belgique, mais on a entendu aussi d'autres mouvements en France. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être très vigilant en tant que femmes, hommes d'ailleurs, qui défendent les droits des femmes, parce qu'au niveau international, au niveau mondial, au niveau national, nous voyons, peut-être qu'il y a eu
une garde qui n'a pas été suffisamment bien surveillée parce qu'on avait l'impression que tout était acquis et qu'on s'est peut-être moins mobilisé pour défendre ces différents droits qui sont acquis. Mais on voit très bien qu'il y a une resurgence au-delà du sexisme, d'une diminution des droits de la femme, d'une nouvelle vision très machiste aussi sur le rôle des femmes dans la société, etc. Il faut être vigilant, là. Plus que vigilant, et puis il faut se battre pour le maintien de ses droits. Alors je voulais quand même avoir votre avis aussi sur tous ces sondages qui sortent ces derniers temps et qui placent notamment le PTB à la pointe, le PS en difficulté et le CDH aussi en difficulté. À Bruxelles, vous êtes toujours en 6e position, c'est quand même assez loin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces résultats? Qu'est-ce que le CDH doit faire pour réagir? Écoutez, moi je ne suis plus présidente de parti, donc je répondais des sondages quand j'étais présidente de parti, maintenant je ne le suis plus, je ne gère pas Bruxelles, je ne gère pas la Wallonie, donc voilà, vous inviterez le président, vous en parlerez avec lui. Mais vous êtes par ailleurs, bruxelloise je pense, quand même, vous allez être candidate au communal. Je vous réponds, oui. Mais bon, voilà, moi je remets quand même les rôles là où ils sont. D'abord les sondages, on a bien vu ce que ça pouvait donner dans toutes les dernières élections. Les sondages se sont trompés à tort ou à raison pour un parti ou donc pour vous n'y croyez pas? Le CDH non, va je bien. ne dis pas non, je ne dis pas ça. Que du contraire. Mais je dis qu'il faut toujours être prudent et qu'on n'est pas vraiment proche d'une élection là maintenant et qu'on est en train de vivre dans toute l'Europe vraiment une sorte de désamour collectif à l'égard des partis qui semblent être traditionnels. Et donc c'est une donne avec laquelle on doit jouer. Mais qu'il faille bien évidemment en tirer des conclusions et améliorer énormément de choses, bien évidemment. Mais moi, je réserve mes commentaires à l'interne et je me suis déjà suffisamment exprimé sur ce point. Donc oui, il faut faire bouger beaucoup de choses. Donc il y a des discussions en interne. Non, bien sûr qu'il faut améliorer énormément de choses, bien évidemment. Et ça va se faire, je l'espère. Petite question pour la route, une dernière question pour la route. Pour les élections françaises, par exemple, quel est votre bon candidat? Qui choisissez-vous? Écoutez, moi, ce n'est pas que la personnalité me soit sympathique en tant que telle, parce qu'elle ne me l'est pas, mais son programme est le plus proche du mien, c'est Macron, parce qu'il a une vision européenne très forte. C'est un des rares qui ose parler d'Europe et ne pas faire du rejet, et Dieu sait si c'est le plus grand projet nécessaire dans lequel nous devrons nous investir, c'est l'unité fédérale européenne pour moi, et deux, parce que ses propositions sont les plus proches des miennes. Voilà, en termes de personnalité, je me trouve un peu arrogant, voilà, et peut-être très ambitieux. Je dois vous couper. Merci Joël Milquet. Demain, je recevrai Stéphanie Meyer recevra Georges d'Allemagne. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.